Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires effrayantes de rencontres avec un prédateur. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez cette vidéo, alors n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Quand vous serez prêts, installez-vous confortablement et détendez-vous. Musique, c'était il y a de nombreuses années, en 1996, dans ma ville natale, qui comptait alors environ 100 000 habitants. J'avais 15 ans et j'habitais en banlieue, alors j'allais toujours au lycée du centre-ville. Un jour, après l'école, au lieu de rester à l'arrêt de bus habituel, j'ai décidé de marcher jusqu'à la gare centrale, celle que tout le monde utilisait pour prendre le bus. Je suis resté un moment devant la porte où les bus partent de l'arrêt de la ligne 23, celle que je prenais toujours. Mais juste à côté, il y avait une autre ligne qui partait également du même endroit, la 25. J'ai attendu une dizaine de minutes, quand soudain un type s'est approché de moi et m'a demandé si le bus 25 était déjà parti. Je lui ai répondu que oui, qu'il venait de partir. Et puis l'homme, qui semblait avoir la trentaine ou la quarantaine, m'a dit s'appeler David et m'a tendu la main. Je ne voulais pas être impoli, alors je lui ai serré la main. Je me suis présenté comme Sarah, même si ce n'était pas vraiment mon nom. À vrai dire, j'ai trouvé cette rencontre incroyablement étrange, car, soyons honnêtes, un adulte à une gare routière souhaitait engager la conversation avec une jeune fille de 15 ans. C'est bizarre, surtout dans un endroit où tout le monde était distrait et où il y avait du monde, mais ce type est arrivé tout seul et a commencé à discuter. Il m'a demandé si je venais d'obtenir mon bac, et j'ai dit oui, même si je n'avais pas encore fini ma première année. Puis elle m'a demandé où j'allais à l'école, et sur un coup de tête, j'ai menti. Je lui ai dit que j'allais au lycée de Northside. Puis elle m'a demandé si je rentrais chez moi, et sans réfléchir, j'ai répondu non, que j'allais en fait rendre visite à un ami, mais qu'en réalité, je devais rentrer. Puis elle m'a demandé où j'allais exactement. Et j'ai répété que j'allais chez un ami, sans donner de détails. À ce moment-là, j'ai senti que la conversation n'était pas dangereuse du tout. Et je pensais que j'allais bientôt partir, alors je suis monté dans le bus. Mais le plus étrange, c'est que ce même type, David, est monté aussi. Je savais qu'il m'avait demandé si le 25 était parti, mais je n'avais aucune raison de le faire monter dans mon bus, car mon itinéraire et le sien ne partageaient aucun arrêt. Je me suis assis, et il s'est assis juste à côté de moi. Je l'ai regardé une seconde, et il a commencé à me demander en quelle classe j'étais au lycée. Pour une raison inconnue, j'ai menti et lui ai dit que j'étais en seconde. En vérité, je venais à peine d'entrer en seconde, mais je ne voulais pas qu'il me croie si jeune. « Tu as l'air trop jeune pour être en seconde », a-t-il dit d'un ton soupçonneux. Et j'ai simplement répondu qu'on me le disait toujours. Mais il m'a ensuite posé une question qui m'a laissé indifférente. « Tu as un petit ami ?» Pendant un moment, je n'ai pas su quoi répondre, ni si je devais répondre, mais j'ai fini par lui dire non. C'est alors qu'il a lâché « Tu devrais en avoir un ». Ce commentaire m'a mis incroyablement mal à l'aise, alors j'ai essayé de détourner la conversation et lui ai demandé si elle comptait vraiment prendre le bus 25, mais elle a répondu que non, qu'elle habitait au terminus de cette ligne, dans un quartier dont je ne connaissais pas le nom et dont je n'avais jamais entendu parler sur cette ligne. C'était bizarre. Je lui ai donc demandé s'il rentrait aussi, et il m'a répondu que non, qu'il m'accompagnait simplement parce que, selon lui, il était un peu tard. Je savais qu'il mentait, mais à vrai dire, à ce moment-là, j'avais le sentiment que la situation n'était pas encore si dangereuse, que je pouvais la gérer, et ça m'a donné un peu confiance. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit d'aller trouver le chauffeur de bus ou quoi que ce soit du genre. À ce moment-là, je ne pensais qu'à l'ignorer, à me dire qu'il finirait peut-être par se fatiguer et descendre, et que je pourrais continuer ma journée. Mais ce ne fut pas le cas. Arrivé à mon arrêt, juste au coin de la rue, je l'ai dépassé par inadvertance pour descendre au suivant, pensant pouvoir le piéger et continuer un peu plus loin toute seule. À ma grande surprise, il est descendu aussi. J'étais choqué, car je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Je lui ai demandé où il allait, et sans trop hésiter, il m'a répondu qu'il voulait me raccompagner chez moi, qu'il ne voulait pas être seul. J'ai répété que non, que j'étais juste en visite chez un ami et que je ne voulais pas qu'il m'accompagne, mais il a insisté, devenant plus sévère, jusqu'à ce qu'il me demande enfin de me taire et de marcher avec lui. C'était la première fois depuis la gare que j'avais vraiment peur. La rue était complètement déserte, juste nous deux, et il était clair qu'il n'y avait personne d'autre. À ce moment-là, j'ai commencé à être nerveuse. Je ne pouvais pas rentrer chez moi,
car je ne voulais pas qu'il sache où j'habitais, et je sentais que quelque chose clochait. Je suis donc resté immobile, sans rien dire. Et en un instant, mon air amical et souriant s'est transformé en quelque chose de bien plus menaçant. Il m'a dit qu'il n'avait plus beaucoup de temps et qu'il fallait partir. Ne sachant que faire et craignant une réaction plus violente, j'ai hoché la tête pour ne pas l'irriter davantage. Puis il m'a dit que si j'étais sage, je n'aurais pas à avoir peur de lui. Et moi, nerveuse et ne sachant pas quoi faire, j'ai répondu que non, que je n'avais pas peur. Il m'a demandé si cela signifiait que j'allais bien me tenir, et j'ai dit oui. À cet instant, il m'a serré les joues et m'a forcé à le regarder. Puis il m'a ordonné de répéter à voix haute « Oui, ça ira ». Mes jambes tremblaient et j'avais l'estomac noué. Je ne savais ni où aller ni quoi faire. Je marchais sans but, tandis qu'il continuait à marcher avec moi, la main sur mon épaule, comme si de rien n'était. J'avais l'impression que la mort était proche et que quelque chose de pire pouvait m'arriver à tout moment. Je n'ai jamais été croyant, mais ce jour-là, en pleine panique, je me souviens avoir prié tout le long du chemin, demandant à Dieu de m'aider à me débarrasser de cet homme. Mon cœur battait fort et chaque respiration était difficile. À un moment, j'ai cru que j'allais m'évanouir et que je ne pourrais plus tenir. Puis, à ce moment précis, Dieu m'a envoyé un signe. J'ai vu un homme âgé debout devant sa maison, occupé à son jardin. L'homme semblait calme, mais lorsqu'il s'est tourné vers moi, son visage a pris une expression confuse. Le reste, honnêtement, est flou. Je me souviens juste d'avoir couru comme un fou, crié et appelé à l'aide en m'approchant de cet homme âgé. Plus tard, ils m'ont dit que je criais à l'aide et que lui, l'homme qui me suivait, avait vu tout le monde partir et avait pris la fuite, effrayé. Il a appelé la police et a également prévenu mes parents de la situation. La police n'a pu recueillir que ma déposition, car elle ne pouvait pas faire grand-chose d'autre à ce moment-là. Mes parents étaient très inquiets de ce qui s'était passé, mais comme ils travaillaient tous les deux et ne pouvaient pas me raccompagner à la maison tous les jours, ils m'ont acheté un nouveau téléphone le jour même. C'était dans les années 90, les téléphones portables n'étaient pas encore accessibles à tous. C'était réservé aux riches. J'aurais aimé que l'histoire s'arrête là, mais ce ne fut pas le cas. Après cette frayeur, j'ai continué à prendre le bus comme d'habitude, jusqu'au même arrêt devant l'école. Quelques semaines ont passé, et tout semblait rentrer dans l'ordre jusqu'au jour, où sans prévenir, il est réapparu. Je suis monté dans le bus comme tous les jours, et dès que je suis monté, il m'a vu. Le plus grand sourire que j'avais vu depuis longtemps est apparu sur son visage. Comme s'il était fou de bonheur, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. En le voyant, j'ai immédiatement ressenti un sentiment bouleversant, et je suis sorti précipitamment de la maison pour courir à l'école, effrayé comme jamais. J'ai appelé ma mère en pleurant, et elle m'a demandé avec colère de trouver une institutrice pour rester avec moi jusqu'à ce qu'elle vienne me chercher. L'école était en pleine effervescence, et tout ce qui s'était passé avait été signalé. Les jours suivants, l'homme a été aperçu à plusieurs reprises près de l'école, parfois pendant une semaine entière, puis il disparaissait quelque temps. La police n'a rien pu faire, faute de preuves suffisantes et il ne m'avait pas encore fait de mal. Vous y croyez ? J'ai passé toute l'année à attendre que quelque chose de pire arrive ou que quelqu'un d'autre vienne à mon secours. C'était une véritable torture psychologique, mais heureusement, rien ne s'est produit. Pendant des mois, j'ai juste essayé de rester à l'écart et de me protéger sans lui dire où j'étais. Je prenais toujours de longs trajets pour rentrer chez moi, et ma mère, qui venait me chercher à l'école, veillait toujours à ce que nous ne soyons pas suivis. Je n'ai jamais changé d'école, et heureusement, on ne l'a plus revu dans le quartier où j'habite. Personne ne connaissait mon nom. Je ne l'ai revu qu'une fois quelques années plus tard, à 21 ans, alors que j'étais déjà à l'université. Je l'ai croisé par hasard dans une épicerie d'un tout autre quartier, et il ne m'a même pas regardé. Mais je l'ai reconnu immédiatement. Dans ma ville, contrairement au reste des États-Unis, il n'existe pas de registres officiels recensant les criminels condamnés. Ces faits ne sont pas signalés ici, et je n'ai jamais su son nom complet ni ce qu'il avait fait par le passé. Je n'ai aucune idée de qui il était ni de ce qu'il préparait exactement, mais je pense qu'il souffrait peut-être de troubles mentaux ou d'autres problèmes. Quand il m'a vu, je lui ai plu, et peut-être m'a-t-il suivi juste pour ça, ou pour une raison plus obscure. Ma mère pense qu'il se tramait quelque chose de bien plus compliqué, qu'il savait probablement où nous allions ou ce que nous faisions. Mon père ne veut toujours pas en parler. La seule chose dont je suis sûr maintenant, c'est que, Dieu merci, ce cauchemar est du passé, et même si penser à cet homme me fait encore peur,
au moins il ne fait plus partie de ma vie. Cela m'est arrivé en 2018, juste avant de passer en 4e, et ce camp est devenu mon second chez moi. Ce n'était pas seulement un endroit où je passais l'été. J'avais vraiment l'impression de pouvoir me détendre et m'évader. La plupart du temps, je n'avais même pas à me soucier des devoirs ou de l'école. Et surtout, je me suis fait des amis parmi les plus cools de ma vie. C'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles l'été est ma meilleure saison. Je m'entendais très bien avec presque tout le monde à ce camp. Mais bon, il y a des exceptions, et il y a des gens qui vous apprennent à être prudent. Dans mon cas, l'une de ces personnes s'appelait Steve, un moniteur arrivé cet été-là et qui m'a fait prendre conscience du danger que peuvent représenter certaines personnes apparemment normales. Il paraissait avoir une 60aine d'années, à en juger par ses cheveux blancs et sa peau légèrement ridée. Honnêtement, je ne trouvais pas normal qu'une personne de cet âge travaille comme moniteur dans un centre de vacances. Ce type n'était pas un vieil homme ordinaire à l'air grand-père. Non, cet homme dégageait une impression désagréable. J'avais plutôt l'impression qu'il y avait quelque chose d'étrange chez lui, comme s'il avait des intentions cachées. Quand nous l'avons rencontré, il semblait plutôt digne de confiance au début. Durant la première semaine, il nous a aidés à nettoyer notre refuge lorsqu'il était sale. Et chaque fois qu'on se sentait mal, il venait nous parler, nous faisait rire et nous mettait à l'aise. Bref, il semblait aller bien à ce moment-là, mais ça n'a pas duré longtemps. Ce qui a vraiment commencé à me rendre méfiante, c'était ce que les filles du camp disaient dans son dos. Ils disaient des choses comme « Steve était un vieil homme étrange, quelque chose chez lui n'allait pas, peut-être qu'il harcelait les enfants, des trucs comme ça. » Bien sûr, à l'époque, il était beaucoup plus âgé que les autres conseillers, donc je pense que c'était la source des rumeurs. Parfois, les gens parlent juste pour parler, non? Mais ce que j'entendais ne me rassurait pas vraiment. Mais juste au moment où je pensais peut-être exagérer, une nuit est arrivée qui m'a laissé bouche bée. C'était une soirée relaxante où nous pouvions faire ce que nous voulions. Et ce jour-là, mes amis et moi avons décidé de faire une partie de tennis. Le court était près des chalets, et en plein milieu de la partie, j'ai remarqué Steve qui nous observait de loin, dans un coin. Et le truc, c'est qu'il avait ce sourire bizarre, ce petit sourire qui ressemblait à celui de Gripsou, le clown de ça. Ce sourire était assez déconcertant. Vous voyez? Sur le moment, je me suis dit, pourquoi sourit-il comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pendant un instant, j'ai cru qu'il admirait peut-être juste le plaisir qu'on prenait, mais le sentiment que quelque chose clochait persistait. Puis il y a eu une autre nuit, encore plus étrange. Je sortais de la salle de bain après ma douche quand j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Il y avait un flacon de mousse à raser sur le lavabo, et à cette époque, je n'avais ni barbe ni rien. Mais j'entrais dans la puberté, alors ça a attiré mon attention. Je me suis approché, je l'ai soulevé, je l'ai examiné un peu, et à ce moment-là, quelque chose d'horrible s'est produit. J'ai senti des mains fermes m'attraper les bras par derrière. Je ne pouvais même pas me retourner, mais j'ai tout de suite su qui c'était, rien qu'à son contact et à son attitude. C'était Steve. Quand je me suis retourné, son visage avait cette expression de chef, comme si on devait lui obéir. Il m'a dit d'une voix sévère, « Petit, je ne te laisserai pas toucher à mes affaires. Tu comprends ?» Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Tout s'est passé si vite que j'ai eu du mal à réagir. J'ai juste répondu « Oui, désolé », parce qu'en vérité, j'étais plus qu'effrayé. Et puis ce type m'a lancé un avertissement qui me fait encore dresser les cheveux sur la tête. « Tu ferais mieux de ne plus toucher à mes affaires, sinon je te tue. » J'ai serré les dents, tremblant, et je suis sorti en courant de la salle de bain, ma serviette toujours sur moi, incapable de m'arrêter de trembler. À cet instant, j'ai été complètement surprise de ne voir personne d'autre dans la cabine qui ait entendu quoi que ce soit. Et pour être honnête, j'étais gêné de raconter ce qui s'était passé. Ma fierté ne m'a pas trahi, mais la peur m'a envahi, et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de rester loin de Steve autant que possible. Mais ce n'était pas fini. La semaine touchait à sa fin, et alors que l'été semblait intenable, un moment des plus fous s'est produit. C'était un jour comme les autres, un mardi ou un mercredi de la deuxième semaine du camp. Nous étions restés après le film que le camp avait organisé ce soir-là. Tout le monde était super détendu, avec la nuit devant eux, et Steve était déconnecté car il n'avait pas à travailler ce soir-là. C'était un soulagement, honnêtement. Quand je suis arrivé au chalet, certains de mes amis étaient encore là. Quelques minutes plus tard, une agitation a éclaté, à vous donner la chair de poule rien qu'à l'entendre.
C'était une bande de filles qui criaient sans arrêt, et ces cris s'entendaient au loin dans les bois. Au début, on a cru que quelqu'un jouait ou qu'il était simplement à une fête dans un chalet. Mais les cris ont continué pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'ils cessent soudainement. Nous nous sommes tous regardés, confus, sans comprendre ce qui se passait. Nous sommes restés silencieux, attendant une explication. 2 des moniteurs étaient avec nous ce soir-là, alors nous les avons prévenus. L'un d'eux nous a dit de rester dans la cabane et que lui et l'autre enquêteraient sur ce qui se passait dehors. Ils nous ont dit de ne pas bouger, ils allaient voir ce qui se passait. Environ 1h30 s'était écoulée, et ils n'étaient toujours pas revenus. Nous avons tous commencé à nous inquiéter. Nous pensions qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais le gardien qui était resté avec nous nous a ordonné d'éteindre toutes les lumières et d'attendre. À contre-cœur, nous avons obéi et sommes allés nous coucher, chacun à notre heure, mais le mystère persistait. Que diable s'était-il passé dehors? C'était angoissant de ne pas obtenir de réponse. Tout ce qui s'était passé cette nuit-là restait un mystère, et nous devions attendre le matin pour le savoir. Le lendemain, dans la salle à manger, on nous a laissé nous asseoir où nous voulions, et nous nous sommes retrouvés avec des amis à bavarder sur ce qui s'était passé. Jusqu'à ce que finalement, une des plus jeunes filles qui dormait dans une autre cabine nous raconte toute l'histoire. Sa voix était encore empreinte de peur, mais elle commença à nous raconter tous les détails. Il s'avère que cette nuit-là, dans sa cabine, elles ont entendu des bruits étranges provenant des toilettes du fond pendant que les moniteurs discutaient dehors. Quand les filles sont allées voir ce qui se passait, elles ont ouvert la porte et ont vu Steve, le moniteur, debout devant le lavabo, le pantalon baissé, en train de se faire quelque chose de répugnant. Mais le plus effrayant, c'est quand elles ont vu. Les filles ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, le type se tenait devant elles, exhibant ses parties intimes et souriant. La scène était horrible. Il dit quelque chose comme « Salut, les jolies filles ». Et c'est là que les filles se mirent à crier et à s'enfuir, le cœur battant. Certaines réussirent à s'enfuir dans les bois, tandis qu'un des moniteurs les suivait, et Steve était toujours aux toilettes dans cette horrible situation. Les autres, ceux qui étaient dans la cabane, sont entrés et ont tout vu de leurs propres yeux. 3 moniteurs ont dû le maîtriser, et l'un d'eux a appelé la police du camp par talkie-walkie pour expliquer ce qui s'était passé. À l'arrivée de la police, Steve a été menotté, embarqué dans une voiture de patrouille et emmené. Depuis ce matin-là, j'étais toujours en garde à vue, et les filles qui avaient tout vu devaient dormir ailleurs, dans une autre cabine, car elles étaient clairement en danger. Tout cela a laissé tout le monde sous le choc. Nous étions toutes plongées dans un terrible sentiment, une sorte de tristesse mêlée de colère, surtout pour les filles qui avaient été là, qui avaient dû vivre ce cauchemar en personne. La vie a continué et j'ai passé un autre été dans ce même camp, mais cet épisode, aussi étrange qu'il puisse paraître, a été la chose la plus forte et la plus étrange que j'ai jamais vécue. Évidemment, ce type n'y a plus jamais travaillé. Et j'imagine qu'il est toujours là, quelque part, peut-être dans un établissement loin des enfants, car quelqu'un comme lui avec de telles intentions ne devrait plus jamais revoir un camp. Sérieusement, j'espère qu'il paie pour ce qu'il a fait, car ces monstres, ceux qui s'attaquent aux plus vulnérables, ne méritent rien d'autre que la prison à vie. Ces prédateurs d'enfants devraient être tenus à l'écart du monde à jamais. Tout a commencé avec mon mari, qui avait toujours eu un ami proche depuis l'école primaire. Nous l'appellerons Mike. Dès leur rencontre, leur amitié n'a jamais été rompue. Ils étaient inséparables. Quand j'ai rencontré mon mari et Mike, dans ces moments où l'on sort avec quelqu'un et où l'on fait preuve de prudence, j'ai trouvé Mike vraiment cool, très calme, honnête, quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance, toujours souriant, quelqu'un qui s'entendait avec tout le monde, sans détour ni subterfuge. En vérité, c'était une de ces amitiés rares, et c'est pourquoi nous étions aussi très heureux que mon mari entretienne une relation aussi étroite avec son ami, dans un monde où la plupart des amitiés deviennent superficielles ou se perdent avec le temps. Écoutez, mon mari et moi étions plutôt du genre à n'avoir pas beaucoup de famille autour de nous, alors avoir quelqu'un comme Mike dans nos vies, c'était comme avoir un autre frère, vous voyez? Comme un membre de la famille. Nous étions tous les 3 plutôt geeks, donc nous partagions beaucoup de centres d'intérêt. Nous nous retrouvions de temps en temps, que ce soit pour manger un bon morceau, regarder un film ou simplement passer la journée à la maison à jouer à de vieux jeux de société et à discuter de technologie ou d'informatique. Nous aimons tous les 3 tout ce qui touche au monde numérique. Mon mari et Mike échangeaient constamment des petits programmes qu'ils avaient créés et des choses qu'ils avaient écrites ou inventées eux-mêmes. Nous étions aussi presque des techniciens, construisant nos propres machines,
et Mike venait nous voir pour nous donner son avis, nous conseiller, etc. Mais même si tout semblait parfait, ce qui attirait toujours mon attention, c'était que Mike n'avait jamais eu de petit ami depuis toutes ces années que je le connaissais. Et c'était quelqu'un de formidable, d'une grande noblesse, d'une grande gentillesse et d'une grande confiance. Mais sérieusement, il n'avait jamais été avec personne. Il était toujours seul, sans personne à ses côtés, à tel point qu'on a commencé à se demander s'il était gay. Je ne sais pas, du moins pour écarter cette possibilité. Le fait est que Mike vivait dans une famille plutôt traditionnelle, très proche de sa mère et de ses frères et sœurs, et ne semblait jamais s'intéresser à ces choses-là. Cela a vraiment retenu notre attention car, à une époque où presque tous nos proches ont eu plusieurs partenaires ou relations, il semblait figé, sans jamais avancer. Pendant un moment, on a pensé qu'il n'avait peut-être pas trouvé la bonne personne ou qu'il ne voulait simplement sortir avec personne, mais j'ai aussi remarqué quelque chose d'étrange. Il n'était jamais sorti avec une fille, même pas pour le plaisir. Je ne sais pas, on avait l'impression que cet aspect de sa vie n'existait tout simplement pas. À un moment, on a même plaisanté entre nous, suggérant qu'il était peut-être gay et qu'il ne voulait pas nous le dire, parce que, bien sûr, il avait toujours été très respectueux et accessible avec tout le monde, mais on ne lui en a jamais parlé, parce que ça me semblait moche de s'immiscer dans la vie privée d'autrui. On s'est dit que peut-être, à un moment donné, ça arriverait. Il aurait pu avoir une relation, ou du moins se confier et partager ce qui se passait avec lui, mais non. Et puis, un jour, sans prévenir, Mike nous a annoncé qu'il déménageait dans une autre ville, à environ 3 heures de route. On a cru qu'il allait vivre seul et tout recommencer, mais non. Nous avions tort. Il s'est avéré qu'il emménageait dans une maison que sa sœur aînée avait achetée pour sa retraite, mais comme elle ne voulait pas encore arrêter de travailler, elle l'a laissé y rester quelque temps. Et c'est juste au moment de son départ que des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, il a complètement disparu. Il ne nous a pas appelés, ni envoyé de SMS, ni même rendu visite comme avant. Mon mari et moi pensions que c'était à cause de la distance, qu'il était encore en pleine adaptation, probablement occupé par son nouveau travail dans cette nouvelle ville. Mais le temps a passé, et à vrai dire, nous ne pouvions pas nous empêcher de penser à lui. Mon mari s'ennuyait toujours terriblement de lui, et même si nous tentions de ne pas nous inquiéter, en réalité, nous nous en inquiétions. Il était de plus en plus difficile de le joindre et ses réseaux sociaux étaient complètement fermés. Son profil était également inexistant, ce qui était étrange car il publiait des nouvelles de temps en temps, et cette situation a commencé à m'inquiéter encore plus. Je ne voulais pas que notre amitié continue à se refroidir, car si ça continuait, ce serait pour toujours. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose? Je l'ai appelé tout de suite et lui ai proposé d'aller lui rendre visite, ou au moins de prendre de ses nouvelles. À ma grande surprise, il ne semblait même plus se souvenir du temps écoulé, comme si ces 2 années depuis notre dernière rencontre n'existaient pas. En arrivant chez lui, j'ai été choqué par ce que j'ai vu. La maison était située dans un quartier assez isolé, au milieu de nulle part. Rien à voir avec la ville où nous vivons. Et pour être honnête, ça ne semblait ni très organisé ni très propre. Quand nous lui avons posé la question, il m'a dit qu'il avait déménagé pour son travail. On lui avait proposé une belle promotion, mais qu'il avait refusé car il ne voulait pas travailler autant d'heures. Il était clair qu'il n'aimait pas trop sortir de chez lui, et cela se reflétait dans chaque recoin, la maison ressemblant plus à un abri de fortune qu'à autre chose. Ce qui a vraiment retenu mon attention, c'est sa chambre, qui semblait dater de son adolescence. Elle avait la même décoration et était en désordre. Matériel informatique par terre, vêtements éparpillés, un fouillis d'objets qui semblait manquer de place pour tout ranger. Et là, dans cette pièce, il y avait aussi des affaires appartenant à la sœur de Mike, qui venait lui rendre visite un week-end sur 2, et il disait que c'était elle qui utilisait la chambre principale. Il plaisantait parfois en disant qu'il détestait être dérangé dans son intimité quand elle était là. Je me suis dit, je ne sais pas, à l'époque, que ce serait peut-être une bonne idée qu'elle trouve son propre logement. Mais je ne lui ai rien dit non plus. Ce soir-là, après le dîner, nous sommes allés faire un tour dans les magasins. À un moment donné, j'ai eu du mal à me retenir et j'ai demandé à Mike pourquoi nous nous étions perdus de vue à ce point. C'était étrange, car j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas partager. Au lieu de répondre, il a simplement haussé les épaules et a dit qu'il avait été très occupé par son déménagement, qu'il s'était perdu dans le temps, mais qu'il ne voulait pas perdre notre complicité et qu'il tenait toujours beaucoup à notre amitié. Mais quelque chose dans son ton me dérangeait.
Ses réponses étaient brèves et génériques, comme s'il avait un scénario préétabli ou tout répété. Je lui ai demandé s'il voyait quelqu'un, et il a répondu non, qu'il ne pouvait pas encore, qu'il voulait d'abord mettre de l'ordre dans ses finances. J'ai toujours pensé que tout cela était logique et raisonnable, mais à l'époque, j'avais l'impression qu'il me mentait. Quelque chose clochait, je ne savais pas quoi. Mais ce sentiment est resté en moi tout le temps. C'était quelque chose que je n'arrivais pas à me sortir de la tête. Il ne semblait plus être la même personne que nous connaissions, et ça m'inquiétait. Après ça, nous ne nous sommes plus revus pendant longtemps. Il n'est revenu nous voir qu'une seule fois, mais avec beaucoup de complications. Il lui a été très difficile de nous retrouver, et quelque chose chez lui me laissait penser qu'il nous évitait encore. Sans que je sache vraiment pourquoi. Mon mari et lui avaient fini par accepter que les amitiés s'estompent parfois avec les années, et c'était peut-être ce qui se passait entre lui et Mike. Pire encore, mon mari a commencé à s'inquiéter beaucoup de ce que faisait Mike, car il voyait qu'à chaque appel ou tentative de contact, il devenait plus distant, comme s'il avait quelque chose à cacher. Un jour, mon mari m'a dit que Mike semblait chaque jour plus distant, que quelque chose n'allait pas chez lui et que, même s'il avait essayé de l'appeler, il ne répondait pas. J'ai donc décidé de l'appeler moi-même pour voir ce qui se passait. Je voulais savoir s'il avait toujours le même numéro, et heureusement, il l'avait, mais ce qu'il m'avait dit cette fois-là ne m'a pas du tout plu. Il m'a dit que sa mère avait besoin qu'il soit plus proche maintenant, qu'elle était en moins bonne santé et que cela l'avait obligé à retourner chez elle. Il ne pouvait pas nous voir pour le moment, et qu'il serait préférable que nous nous rencontrions le mois suivant. Honnêtement, quelque chose dans son ton m'a semblé très étrange. Il m'a dit qu'il avait encore l'impression de ne pas pouvoir s'adapter à la vie là-bas, que c'était très dur pour lui, et que c'était pour ça qu'il ne pouvait plus nous voir. Mais soudain, des choses se sont produites que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes pires cauchemars. Un jour, alors que le rendez-vous approchait, mon mari m'a appelé et m'a dit de descendre regarder la télévision. Je ne pensais pas que c'était important, alors je suis descendu, fatigué et un peu en colère, mais à ce moment-là, j'ai été choqué. L'écran diffusait un reportage sur un procès, quelque chose d'assez intense. Et juste au moment où je pensais retourner à mes affaires, un événement nous a complètement choqués. Soudain, un homme est apparu à l'écran, emmené par un huissier, mais pas n'importe lequel, c'était Mike. Il lui attachait les poignets et les chevilles avec des menottes métalliques, et il portait la combinaison orange typique des prisonniers. L'image était si brutale que j'ai dû y regarder à 2 fois. J'avais du mal à croire qu'il s'agissait de la même personne que nous avions rencontrée. Au début, j'ai cru à un malentendu ou que mon mari me filmait quelqu'un qui lui ressemblait trait pour me faire une blague. Mais non, il n'y avait aucun doute, son nom complet était affiché à l'écran. Mais ce qu'il disait aux informations était identique. Pire encore. Le journaliste expliquait que cet homme avait été arrêté en lien avec l'une des plus importantes opérations de trafic d'enfants de l'histoire. Mais il s'avère que Mike n'était qu'un des nombreux membres d'un réseau très dangereux, démantelé après que la police eut eu accès à un site web du dark web consacré à l'exploitation des enfants, et qui a dû être fermé suite à ces enquêtes. La police suivait cette affaire depuis des années, et lorsqu'elle a finalement, ils ont réussi à capturer les responsables de cette abomination. Ce fut un coup très dur pour nous deux. Nous sommes restés bouche bée, incapables de dire quoi que ce soit, les yeux fixés sur cet écran en silence, comme si le temps s'était arrêté. Mon mari, entre le choc et le pétrification, m'a raconté qu'il l'avait vu pour la première fois en cherchant une émission de télévision locale sur Internet et qu'au moment où il s'apprêtait à changer de chaîne, il était tombé sur ce reportage. Il avait regardé cet extrait plus de 20 fois sans parvenir à croire qu'il s'agissait de quelqu'un que nous connaissions aussi. C'était difficile à gérer pour lui, et nous n'avons pas arrêté d'y penser toute la nuit. Quelques jours ont passé, et si le choc initial a été terrible, le véritable impact est venu après quelques recherches supplémentaires en ligne. Il s'est avéré que les maisons de la mère de John et de sa sœur avaient été perquisitionnées par la police. À l'intérieur de ces maisons, ils ont découvert des centaines de fichiers contenant des images d'exploitation d'enfants sur les ordinateurs de John. Le plus choquant est qu'il semble avoir accumulé cette collection d'images et de vidéos depuis son plus jeune âge. Il ne fait aucun doute que cela ne date pas de quelques années, mais qu'il a gardé le silence toute sa vie. Le plus effrayant, c'est qu'il y avait une correspondance avec son ADN dans un cas d'abus encore plus mineur. C'est ce qui nous a le plus touchés. Heureusement, ils n'ont pas donné trop de détails, et nous en étions reconnaissants, car aucun de nous ne voulait savoir exactement ce qui s'était passé.
Nous savions que Mike allait passer au moins 30 ans en prison. À sa première audience de libération conditionnelle, il sera âgé, et s'il est libéré un jour, il devra être équipé d'un bracelet électronique, et tout cela est terriblement triste. Nous avons vu que sa sœur, après tout ce qu'elle avait traversé, avait retiré son nom de la maison qu'elle avait achetée et avait également supprimé son profil sur les réseaux sociaux, comme si elle voulait l'effacer complètement. La famille de Mike l'avait probablement renié, et il ne fait aucun doute que chaque détail de ce qu'il a fait doit être horrible. Il ne doute clairement pas de sa culpabilité. Et je suis sincèrement désolé pour sa mère. C'était une femme très gentille, une dame qui avait perdu ses autres enfants, et apparemment, son plus jeune fils aussi. C'est quelque chose que je ne peux même pas imaginer, cette perte, cette douleur qui persiste. Après tout ça, mon mari et moi avons décidé de l'éliminer complètement de nos vies. Nous avons effacé toute trace de lui de nos réseaux sociaux et avons également coupé tout contact avec sa famille. Honnêtement, nous ne voulons rien savoir. Ça a fait un mal de chien, bien sûr, mais en même temps, on a réalisé quelque chose de très difficile. On n'avait jamais vraiment connu cette personne. L'amitié, les bons moments, tout ça n'était qu'un masque, parce que Mike n'a jamais vraiment été celui qu'il semblait être. C'était une illusion. Une belle histoire qui s'était effondrée de la façon la plus horrible qui soit. C'était un monstre secret, et nous n'aurions jamais imaginé que derrière cette façade douce et gentille, il pouvait cacher quelque chose d'aussi sombre. Cela nous fait réfléchir à la véritable nature des gens qui nous entourent, car parfois, dans la vie, on peut être proche de quelqu'un, partager des moments et lui faire confiance, mais on ne sait jamais ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ni quel sombre secret il peut cacher. J'espère juste que justice sera faite et que cette histoire, aussi horrible soit-elle, contribuera à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Mais je jure que je n'oublierai pas ce que je vais vous raconter. C'est quelque chose qui me donne encore des frissons. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour une simple expérience dans un bus scolaire puisse se transformer en quelque chose d'aussi étrange et terrifiant. Tout a commencé vers 15 ans. Ma mère était décédée quelques mois plus tôt, et par la force des choses, j'ai dû vivre chez un parent assez loin de la ville, à la campagne. Honnêtement, je n'aimais pas beaucoup cette région du monde. C'était très calme, trop calme à mon goût. Tout semblait presque sorti d'un film d'horreur, de grandes forêts, des rues désertes, et rien d'autre. La seule option que j'avais pour aller à l'école était le bus scolaire, car j'habitais assez loin de la ville. Avant, quand j'habitais en ville, j'avais toujours mon propre moyen de transport où nous allions en voiture. Et pour les sorties scolaires, nous allions aussi avec des adultes. Mais maintenant, dans ce nouveau lieu, les choses étaient différentes. Le premier jour de bus, nous n'étions que 6 ou 7. J'étais le premier à monter et le dernier à descendre chaque jour. Au début, tout semblait plutôt normal. Les enfants étaient silencieux, chacun vaquant à ses occupations, avec des écouteurs sur les oreilles ou la tête baissée. Pour éviter les ennuis, j'allais toujours directement au fond, loin de tout. Ce n'est pas comme si j'avais des problèmes avec qui que ce soit, mais je suis très maladroit en société, et moins j'avais d'interactions, mieux c'était. Le chauffeur de bus, que nous appelions Monsieur Stevens, semblait être un type normal. Il ne parlait pas beaucoup et vaquait à ses occupations sans faire d'histoire. Au début, il n'était pas très accessible, mais avec le temps, il est devenu un peu plus aimable à ma descente. Il n'y avait jamais de gêne, juste quelques salutations rapides, un « bonjour » ou un « à demain », ce genre de choses. Rien qui puisse me mettre mal à l'aise ou me mettre mal à l'aise. Mais quelques semaines ont passé, et voyez-vous, la vie ne cesse jamais de vous surprendre. Un jour, alors que je me sentais vraiment mal d'avoir perdu ma mère, j'ai fait une sorte de crise, et sans aucun filtre, j'ai dit à Monsieur Stevens que je ne voulais plus vivre avec la famille qu'on me donnait. La ville, mes amis et mon ancienne école me manquaient. Je me sentais piégé. Et dans un accès de rage, j'ai décidé de rentrer chez moi, dans une autre famille en ville. Et c'est ce qui s'est passé. Environ 2 mois plus tard, j'ai dû déménager à nouveau. Mais avant cela, lors des derniers jours dans le bus, j'avais ressenti quelque chose de différent. J'ai dit à M. Stevens m'a dit qu'il ne prendrait plus le bus, qu'il rentrerait bientôt, et il m'a demandé de m'asseoir devant pour la dernière semaine afin de lui dire au revoir. Je n'y ai pas prêté attention. C'était un homme d'une 40aine ou d'une 50aine d'années. Il semblait normal. Rien dans son comportement ne me laissait penser qu'il était dangereux. Je me suis juste assis juste derrière lui pour que nous puissions discuter à travers le grand rétroviseur du bus. Les premiers jours, tout semblait calme.
Il a commencé à me poser des questions sur ma mère, pourquoi je partais, ce que je voulais faire plus tard, ce genre de choses. Mais les jours suivants, ces questions ont commencé à changer, et plus rien n'avait de sens pour moi. Je ne sais pas comment le dire, mais il y avait quelque chose dans sa façon de me poser des questions qui me semblait anormales, ni même appropriées pour un garçon de son âge. Il a commencé à me demander si j'avais un petit ami, si j'avais déjà eu mon premier baiser, et quel genre de rendez-vous serait idéal pour moi, et des choses comme « Oui, je sais que beaucoup de gens pourraient penser que je suis juste curieuse, mais j'avais comme un pincement au ventre, vous voyez ? Ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Bien sûr, je pensais toujours que c'était juste un vieil homme bizarre, mais rien de plus. Je n'aurais jamais imaginé ce qui allait se passer ensuite. Le dernier jour, juste au moment où je montais, Monsieur Stevens m'a demandé si je voulais m'asseoir à nouveau devant, mais attendre que tout le monde soit descendu. J'ai accepté et je suis allé à ma place habituelle, au fond, en attendant que tout le monde soit parti. Puis je me suis placé juste derrière lui, mais cette fois, il ne m'a rien dit. Et c'était là le plus étrange. Il s'avère qu'entre ce dernier arrêt et le mien, le bus est resté silencieux pendant 20 à 25 minutes. J'écoutais bien sûr de la musique sans même regarder par la fenêtre, jusqu'à ce que le bus s'arrête soudainement à une intersection de ma rue. Et c'est là que mon cœur s'est mis à battre la chamade, car je ne m'attendais vraiment pas à ce que nous nous arrêtions là, et encore moins à ce que M. Stevens se retourne pour me regarder avec cet étrange sourire, le regard fixé sur moi. Je ne vais pas mentir, à ce moment-là, j'ai repensé à tous ces films d'horreur que j'avais vus. Ma première pensée a été que quelque chose de terrible se produisait et que le pire pouvait arriver. J'ai eu très peur et des pensées terribles se sont emplies de moi. Allait-il me faire quelque chose ? Allait-il me kidnapper, m'agresser, ou pire encore ? Mais, à mon grand soulagement, rien de tel ne s'est produit. Au lieu de cela, le type m'a dit de sortir mon téléphone et de lui donner mon numéro. Et, surprise, je l'ai fait, sans vraiment comprendre pourquoi. Il a dit quelque chose comme « Je serai sur mes gardes si jamais j'avais besoin de lui parler de ma mère ». Et il a commencé à me raconter des histoires sur lui et des bêtises qui ressemblaient à une conversation sans grande malice, même si ce n'était clairement pas normal pour un chauffeur de bus de se confier ainsi à une adolescente. Finalement, il est descendu du bus, on s'est dit au revoir, et voilà. Et voilà, la vie a continué. Les années ont passé, et je me suis retrouvé à l'université, avec évidemment beaucoup d'anecdotes folles en cours de route. Mais j'ai gardé celle-ci pour moi jusqu'à il y a quelques mois, quand j'en ai parlé par hasard à une amie, qui a été complètement surprise. En fait, après lui avoir raconté, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement sombre que je n'avais pas remarqué auparavant. Cette nuit-là, ça m'a traversé l'esprit. Et si ce type, ce conducteur, était en fait un malade ? Et si ces questions étranges, cette conversation en pleine rue, n'était que le début de quelque chose d'encore plus terrible ? Il s'avère que ce même type a été arrêté pour abus sexuels sur mineurs, et en plus, on m'a montré sa photo d'arrestation et tout raconté. La coïncidence était frappante, car les histoires de ces enfants étaient identiques aux miennes. Un chauffeur attentionné, s'enquérant de leur vie privée, leur donnant son numéro, proposant d'écouter et d'accompagner les enfants en difficulté. Tout s'accordait parfaitement. La différence, c'est que, heureusement, je suis parti juste à temps, et vous n'imaginez pas ce qui se serait passé si j'avais été encore dans le coin. Honnêtement, je suis encore étonné de voir à quel point une situation aussi simple peut se transformer en une histoire aussi terrifiante. Et je suis aussi terrifié à l'idée de ces autres enfants qui ont fait confiance à cet homme et ont fini par vivre un cauchemar. J'espère juste qu'il ne sortira plus jamais de prison et que, d'une manière ou d'une autre, nous apprendrons tous à faire attention à qui nous laissons entrer dans nos vies, même dans les situations les plus simples. C'était une nuit ordinaire. Après mon travail de représentante commerciale dans un supermarché, j'étais seul dans mon salon à regarder un film d'horreur et à grignoter du popcorn que j'avais préparé pour l'occasion. Tout laissait présager un vendredi calme et ennuyeux, comme je l'aimais. Rien ne laissait présager que cette nuit allait devenir l'une des plus effrayantes de ma vie. J'étais plongé dans le plaisir du sortilège quand j'entendis soudain un léger grattement à la porte d'entrée. Ce n'était pas un grattement violent, plutôt doux, mais persistant. Au début, j'ai cru que c'était juste le vent, mais petit à petit, le bruit s'est intensifié et insistant. Sans trop y réfléchir, je me suis levé du canapé, plus poussé par la curiosité que par la peur, et arrivé à la porte, j'ai hésité un instant avant de l'ouvrir. Il n'y avait que l'obscurité dehors,
mais quelque chose au fond de moi me disait que quelque chose clochait, et j'aurais aimé écouter ce sentiment. Mais au lieu de cela, j'ai décidé d'ignorer ce mauvais pressentiment et j'ai ouvert la porte, découvrant la rue déserte. J'ai soupiré de soulagement, me demandant si j'avais vraiment entendu quelque chose ou si mon esprit m'avait joué des tours. Après tout, je regardais un film d'horreur, donc ça aurait pu être une simple suggestion. Cependant, au moment où j'allais refermer la porte, j'ai entendu un rire sourd derrière moi. Je me suis immédiatement retourné, cherchant la personne derrière ce rire, mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. À cet instant, j'avoue avoir ressenti un frisson, mais j'ai essayé de me convaincre que cela venait probablement de la télévision et que j'étais juste un peu paranoïaque. J'ai donc décidé de fermer la porte et de retourner à mon film, essayant d'oublier ce qui s'était passé. Cependant, l'atmosphère avait déjà changé. Le moindre bruit me faisait sursauter, et ma maison me semblait plus grande et plus sombre que jamais. J'étais si mal à l'aise que j'ai envisagé de remplacer le film d'horreur par une comédie, mais je ne l'ai pas fait. J'ai toujours été un peu fier et je ne voulais pas laisser la peur prendre le dessus, car j'étais aussi convaincu que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Quelques minutes passèrent, et tandis que j'essayais de convaincre mon système nerveux que tout cela était bel et bien le fruit de mon imagination, les frissons continuaient de me parcourir, et le malaise persistait, toujours plus présent. C'est alors que j'ai entendu un nouveau bruit. J'ai alors mis le film sur pause et me suis concentré pour écouter. En y prêtant attention, j'ai réalisé que ce n'était pas mon imagination. C'étaient des pas qui approchaient dans le couloir, et ils semblaient bien réels. Mon cœur s'est mis à battre la chamade lorsque je me suis levé du canapé et me suis approché lentement de la porte d'entrée pour voir qui passait. À moins d'1 mètre de la porte, les pas se sont arrêtés juste devant moi. Un silence tendu a envahi l'air, me laissant paralysé, attendant que cette personne sonne ou dise quelque chose. Je pensais que cette personne pouvait me voir, mais au bout de quelques secondes, j'ai entendu un murmure très doux. « Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ?» C'était un murmure bas, presque comme si la personne à l'autre bout du fil ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'entende, juste moi. Je suis resté figé sur place. La porte n'était pas vitrée, et la fenêtre était trop haute pour qu'il puisse me voir derrière. Comment savait-il que j'étais là? Peut-être pas, mais pourquoi murmurer à ce moment-là? J'avais 1000 choses à dire, mais au final, rien n'en sortit. Je n'arrivais pas à trouver le courage de parler à cette personne, et alors que j'essayais de rassembler mon courage, la porte se mit à trembler, comme si quelqu'un essayait de forcer la porte. Instinctivement, je reculai, sentant la panique monter. Puis les coups s'intensifièrent, résonnant dans toute la maison. C'était comme si quelqu'un essayait de la défoncer. Même si je savais que la porte était bien verrouillée, le sentiment de vulnérabilité qui m'envahit à cet instant fut accablant. Soudain, les coups cessèrent. Tout resta silencieux un instant. Puis je m'approchai prudemment de la porte et jetai un coup d'œil par la fenêtre du haut, espérant apercevoir quelque chose, mais rien. Aucun signe du type ni de la personne dehors, ni aucun bruit étrange. Je croyais que c'était fini, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que j'entende un bruit frémissant, un craquement suivi d'un lent grincement. C'était la porte de derrière qui s'ouvrait lentement. À cet instant, j'ai ressenti un frisson glacial, comme si j'avais oublié de la verrouiller. Je me sentais complètement stupide, mais je ne pouvais rien y faire, et je n'avais pas de temps à perdre, alors j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit. Terrifié, j'ai couru dans ma chambre, mais j'ai essayé de ne pas faire de bruit. Une fois à l'intérieur, j'ai compris qu'il fallait que j'appelle la police, mais j'ai ensuite réalisé que j'avais commis une autre erreur stupide. J'avais laissé mon téléphone sur le canapé du salon, juste à côté de la porte, et avec ce type à l'intérieur, descendre le chercher n'était plus envisageable. J'ai donc décidé de rester là, à espionner par le trou de la serrure, comme si ça pouvait m'aider. Peu après, j'entendis des pas lourds monter l'escalier, et comme s'il savait exactement où aller, l'homme s'arrêta juste derrière ma porte. Je restai parfaitement immobile, accroupi, l'œil toujours rivé sur le trou de la serrure, essayant de ne pas lui faire remarquer ma présence. Mais j'ai vu son œil sortir du même trou, ce qui m'a fait hurler et m'est tombé à la renverse. La panique m'a de nouveau saisi et j'ai couru comme un éclair vers la fenêtre. Je l'ai ouverte et j'ai regardé dehors, mais c'était une mauvaise idée. Si je sautais, je me casserais la jambe sur le béton. C'était sûr. La seule solution qui m'était offerte était de rester en sécurité dans ma chambre et de prier le ciel qu'il ne puisse pas ouvrir la porte. Soudain,
Il s'est mis à frapper à ma porte et à répéter d'une voix douce. « Bonjour, pouvez-vous ouvrir, s'il vous plaît ? Restez en arrière, j'appelle la police. » J'ai répondu aussi fermement que possible, mais ma voix tremblait. Il a continué d'un ton menaçant. « Je veux juste entrer. Veuillez ouvrir. » À cet instant, je me suis dirigé vers un coin et je me suis effondré au sol, pleurant de peur et de désespoir, me sentant piégé et ne sachant que faire. Les secondes passèrent, puis les minutes. Cela me sembla une éternité, et l'homme était toujours là, frappant doucement à la porte en disant « Pouvez-vous ouvrir, s'il vous plaît ? Je veux juste entrer. » Après ce qui m'a semblé être une heure de terreur, j'étais complètement paralysé, me demandant comment j'avais pu me retrouver dans ce cauchemar. Puis les coups ont soudainement cessé, et après quelques instants, je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par la serrure, mais il n'y avait aucune trace du type. Un instant, j'ai pensé sortir et profiter de son absence pour m'échapper de la maison, mais en même temps, j'avais un mauvais pressentiment. Et si c'était un piège ? Peut-être que le type rôdait, attendant que je jette un coup d'œil pour me faire du mal. J'étais là, perplexe, à me demander quel serait le meilleur moment pour quitter la pièce. Mais juste au moment où j'étais dans ce dilemme, j'ai entendu un nouveau bruit. Cette fois, il venait de mon jardin, juste sous ma fenêtre. Je me suis immédiatement mis en alerte et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il fallait absolument que je m'assure que ce n'était pas lui. Mais en baissant les yeux, la panique m'a de nouveau envahi. Il était là, escaladant le mur de ma maison, agrippé aux briques qui surplombaient le mur comme un chat. Je n'arrivais pas à y croire. Son agilité était incroyable. C'était la première fois que je voyais son visage. C'était un jeune homme mince, mais ses cheveux étaient en bataille et son regard semblait perdu. Mais en même temps, sa détermination avait quelque chose de terrifiant. Ce type ne reculerait devant rien. C'est alors que j'ai su qu'il fallait agir, et vite. J'ai profité de sa présence à l'arrière de la maison pour sortir en courant de ma chambre et me diriger vers la porte d'entrée. Alors que je quittais le porche en courant, j'entendis ses pas derrière moi, sautant des bardeaux comme un fou. Quelques secondes plus tard, je le sentais arriver, mais je me précipitai dans la rue en criant à plein poumon. J'ai couru si vite, comme si ma vie en dépendait, complètement désespéré, jusqu'à ce que j'aperçoive enfin une voiture de police au coin de ma rue et que je me précipite dessus, implorant l'aide des policiers. Aussitôt, les 2 policiers ont sauté de la voiture de patrouille, alarmés, et m'ont demandé ce qui n'allait pas. Je leur ai tout raconté, de l'homme étrange au cou frappé à la porte. Ils sont allés directement chez moi et ont d'abord pensé que j'étais déjà parti, mais j'ai insisté pour qu'ils fouillent tout l'appartement. Je devais être sûr de ne plus être là. C'est là qu'ils l'ont finalement retrouvé. Il se cachait dans mon placard, attendant le départ des policiers, et la police l'a arrêté sur le champ. J'ai dû me rendre au poste pour témoigner de ce que j'avais vécu cette nuit-là, mais pour être honnête, je me fichais de ce qui lui était arrivé. Peut-être qu'il ne voulait pas me faire de mal, finalement. Ou peut-être que si, je ne le saurai jamais. Mais ce qui est clair pour moi, c'est que je suis reconnaissante de ne pas avoir eu à découvrir ses véritables plans. Cette nuit-là, je me suis sentie en danger comme jamais auparavant, et parfois, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui serait arrivé s'il m'avait attrapé. Au final, je suis sûr que tout ce que j'avais imaginé aurait été bien pire que ce qui s'est réellement passé.